Merci beaucoup. D'abord, merci pour l'invitation et de nous inviter en tant qu'Union étudiante, du coup, qui est le premier syndicat étudiant à l'échelle nationale aujourd'hui. Et en nous conviant à cette table ronde, du coup, on m'a principalement proposé de parler de la question du genre et de l'engagement, donc de compléter un peu ce qu'ont dit les autres intervenants avant moi, et de parler de cette question qui a été peu traitée, il me semble, sur ces 2 journées d'université d'automne, de l'engagement des personnes féminisées. Donc d'abord, je pense qu'il y a personne n'a manqué ces derniers mois l'actualité liée aux droits des femmes et des personnes féminisées en général et des minorités de genre. D'abord, au début de l'année dernière, les offensives transphobes assez immondes qui ont marqué le semestre dernier avec une loi qui visait à restreindre l'accès aux bloqueurs de puberté, qui envisageait un plan national de psychiatrisation des mineurs accompagné par plein de discours réactionnaires, notamment de Dora Muto, de Marguerite Stern, des transphobes notables, et des appels à couper les financements du planning familial, etc. Et que ces attaques LGBT-phobes et notamment transphobes s'inscrivaient dans une offensive internationale coordonnée contre le droit à disposer de son corps. Donc face à ces attaques, évidemment, il est plus que jamais nécessaire de renforcer la riposte féministe et trans. Aussi, depuis la rentrée, personne n'a manqué et passé à côté du procès Mazan. Donc, ce procès qui est celui des 51 hommes sur les 83 qui ont abusé d'une femme et qui l'ont réduit à l'état d'objet, ainsi que de son mari, qui a usé de soumission chimique pour organiser les viols de son épouse. Et donc on n'a pas non plus fini d'entendre parler de ce procès, d'une part par l'atrocité des faits qu'il retrace, des 51 violeurs sur le banc des accusés, des Not All Men qui pullulent sur les réseaux sociaux, aussi dans les universités récemment, comme à Paris 1 cette semaine. Et de même, les commentaires sur le physique de la victime, sans compter ceux qui mettent en doute la véracité des faits. D'autre part, cette affaire sordide, elle questionne les décisions judiciaires face aux viols et aux agressions sexuelles à l'encontre des femmes, parce que, d'autant plus de la défense de certains de ces violeurs qui est aussi effarante et qui rend compte des progrès que la société doit encore faire en la matière. Il met aussi en évidence l'impunité des hommes coupables de violences sexistes et sexuelles qui bénéficient, dont ils bénéficient et qui montrent encore le caractère prégnant de la culture du viol. Et aussi, surtout, ce qu'on pense à l'Union étudiante, c'est que ce procès, c'est celui de la société patriarcale aussi, qui remet sur la table le fait que les agresseurs, les violeurs, ce sont des hommes ordinaires, ce sont des amis, des frères, des maris. Et ce procès, il remet aussi sur la table donc, toute cette question-là du fait qu'il n'y a aucune frange de la société qui est aujourd'hui épargnée par les violences que produisent le patriarcat. Donc cette libération de la parole des femmes en général, elle naît aussi dans les universités. Notamment au semestre dernier, il y a des étudiantes en santé qui ont dénoncé les violences qui sont prégnantes dans les milieux de la santé. Donc elles ont fait émerger leur propre MeToo contre les outrages sexistes, le harcèlement moral sexiste, les violences obstétricales, gynécologiques, les agressions sexuelles et les viols dont sont victimes les étudiantes, les patientes, les professionnels des universités de médecine et des établissements de santé en général. Et donc les affaires qui ont récemment été médiatisées, elles mettent en lumière l'impunité, l'omerta inhérente à ce milieu et la complaisance des directions, tout comme du corporatisme des responsables qui s'entreprotègent et qui démontrent une véritable culture du viol dans ces milieux. Et donc partout dans nos universités, avec l'Union étudiante, on revendique des réels et suffisants moyens pour la lutte contre ces violences sexistes et sexuelles, contre les discriminations en général, et aussi l'efficience des cellules de lutte contre les discriminations et des sanctions qui sont à la hauteur de la gravité de ces faits. Et aussi dans ce contexte de libération de la parole des victimes, c'est aussi important de rappeler que nos organisations, elles n'échappent pas aux violences et aux rapports de domination qui vont structurer la société, et même que parfois les milieux de l'engagement et de l'engagement militant peuvent même renforcer ces schémas de domination. Donc il y a un enjeu aussi à regarder en face en tant qu'organisation, les défaillances, à faire avancer ces luttes au sein de nos organisations pour les faire changer structurellement. Donc je voulais aussi en profiter pour rappeler le nombre de facteurs qui sont déterminants et qui sont des obstacles à l'engagement des minorités au sein des organisations et de la politique aussi en général, à la fois par la socialisation genrée dont on apprend aux jeunes filles dès le plus jeune âge, c'est le titre de ces universités, à être sage, à se taire, à être poli. Et donc c'est un premier facteur bloquant de l'engagement quand on apprend à ne pas contredire, à ne pas s'énerver, de ne pas s'engager. Donc les femmes, elles sont sociologiquement moins prônes à s'engager dans des mouvements politiques et à faire de la politique. Et une fois engagées, les militantes, elles sont souvent perçues comme moins compétentes, moins capables que leurs pairs masculins, et elles viennent à s'auto-délégitimer, à s'auto-censurer avec des sentiments d'imposture, de ne pas être assez, des manques de confiance, etc.
Et ensuite, ce qui est central, c'est que le politique est un milieu qui est pensé au masculin et dont toutes les valeurs autour sont associées. Donc par définition, le féminin, il devient un obstacle à l'engagement et à la prise de responsabilité des femmes et des minorités de genre au sein de la politique, à la fois parce que nos organisations, et pendant longtemps, qu'elles soient syndicales, politiques, associatives, ont longtemps été occupées, organisées, contrôlées, gérées par des hommes, avec la survalorisation de caractères, de qualités masculines, tous les attendus et les représentations symboliques autour de ce qu'est un bon dirigeant politique restent associés à des caractéristiques plus masculines que féminines. Donc on attend de bien s'exprimer à l'oral, d'avoir de l'audace, de la fermeté, un esprit de compétition, tant de choses que les femmes sont jugées comme incapables de faire. Et enfin, comme je le disais au début, que nos milieux militants on se retrouve à être rendu compte que ces milieux sont souvent fertiles à l'émergence de violences sexistes et sexuelles, dans lesquelles il y a à la fois des sociabilités masculines et des solidarités masculines qui viennent entretenir tout un tas de violences sexistes, avec des hommes qui viennent à prendre beaucoup de place, à la fois dans l'espace que dans les temps de parole, avec des tâches qui sont réparties de manière genrée, où les hommes viennent à occuper davantage les tâches les plus valorisées, celles qui sont les plus visibles, de prise de parole, de considération stratégique, etc. Et même parfois, ces violences sexistes et sexuelles, elles sont organisées, théorisées au sein des organisations, comme ça a pu être mis sur la table récemment et encore à la rentrée. Et face à toutes ces choses-là, il ne faut pas trembler à dénoncer ce qui peut se produire au sein de nos propres organisations pour faire avancer en notre sein la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les discriminations en général. Voilà. Et d'autant plus quand on sait que cette question du féminisme, des violences sexistes et sexuelles, elle représente une double charge pour les femmes et les personnes féminisées qui en sont à la fois d'abord les victimes et ensuite au sein des organisations qu'on attend d'elles qu'elles se saisissent en premier et parfois exclusivement de ces questions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, comme cette lutte contre les VSS est traitée comme une question de bonne femme et donc les hommes ont tendance, et beaucoup de nos camarades ont tendance à ne pas prendre leur part à ces luttes, et aussi parce que c'est bien arrangeant que de laisser les femmes cloisonner dans cette question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la seule question du féminisme, pour pouvoir s'approprier l'ensemble des autres sujets. Et donc c'est aussi dans ce contexte de libération de la parole, du nombre d'attaques qui se multiplient sur la remise en question des paroles des victimes, qu'on voit et qu'on met en lumière aussi l'hypocrisie du gouvernement Barnier qui continue, après ce qu'a déjà fait Macron depuis 7 ans, sa lutte hypocrite contre les VSS et pour l'égalité. Donc en témoigne le budget qui est très faible dédié à ces questions-là, notamment, on en a parlé cette semaine dans les médias, me semble-t-il, des enjeux d'éducation sexuelle, et que l'extrême droite progresse partout, faisant avancer leurs idées, leurs obsessions et leur panique morale au sein de l'enseignement de manière générale. Donc il est plus que jamais nécessaire de se mobiliser pour ces droits-là. Il ne s'agit pas non plus de réclamer gentiment davantage de budget contre les violences qui nous sont faites, ces violences qui permettent quand même aux hommes de maintenir un certain nombre de privilèges, et que c'est pas comme ça qu'on obtiendra ces victoires. Et donc c'est aussi en faisant naître des solidarités, des convergences entre les luttes, comme ça a déjà été dit avant moi et ce que je rejoins, que c'est important de se mobiliser. Et donc alors même qu'on cherche souvent à nous enfermer en tant que militantes dans les luttes féministes, les luttes contre les violences sexistes et sexuelles, à nous de refuser cette injonction supplémentaire qui nous est faite et de porter la voix de la convergence entre les différents sujets, l'intersection des différentes oppressions contre lesquelles nous, on souhaite relever la tête. Et que le féminisme et la lutte contre les VSS, les discriminations, quelles qu'elles soient, elles ne sont pas des enjeux sectoriels, mais elles doivent être centrales et pensées en transversalité avec d'autres sujets. C'est pour ça que je continue et je parle d'autres choses, notamment parce que c'est compliqué dans le contexte dans lequel on est, de la mobilisation qui naît aussi en parlant de la Palestine et de la mobilisation des jeunes, des étudiants en ce moment à partir de là. Parce que ça fait maintenant plus d'1 an que les étudiants sont mobilisés pour dénoncer le génocide des Palestiniens et des Palestiniennes, qu'on voit nous en live en tant que jeunes. Ce qu'on disait sur les réseaux sociaux tout à l'heure est tout à fait vrai, on voit le génocide en live sur nos téléphones, et c'est comme contre la guerre au Vietnam ou en Algérie. Nous, les étudiants, on porte la voix de la paix et on appelle à un cessez-le-feu immédiat et rappeler aussi le droit à l'autodétermination des peuples.
Alors que cette mobilisation en soutien à la Palestine reprend, qu'il y a de nombreux campus toutes les semaines qui sont bloqués, occupés pour visibiliser cette question qu'on souhaite nous faire oublier, qu'on appelle à des dates comme samedi prochain, le 7 décembre, une date unitaire est appelée sur cette question-là. Au sein des universités, ce que revendiquent les étudiants, c'est la suspension des partenariats avec les universités, les entreprises qui sont complices du génocide. Et à titre d'exemple, les universités comme Paris 1 entretiennent des partenariats avec les universités de Tel Aviv ou l'université hébraïque de Jérusalem, tout comme Sciences Po, tout comme Sorbonne Université. Ces universités-là participent activement à l'effort génocidaire israélien, qui mettent leur savoir, leurs compétences au service du gouvernement et de l'armée israélienne. Et c'est contre tout ça qu'on se mobilise, et que face à cela, quand nous, en tant qu'étudiants, on porte la voix de la paix, etc., il y a beaucoup de répression qui s'abat contre les étudiants. En effet, d'autant plus quand le gouvernement a appelé à ce qu'il y ait des sanctions qui soient prises contre les universités qui se mobilisent, à menace de coupes budgétaires. Et donc, j'en touchais quelques mots rapidement sur la question du budget des universités. Là, c'est un gros sujet avec tout ce début de rentrée a été marqué par les débats sur le budget. L'université, elle n'est pas épargnée du tout des coupes budgétaires dont souffre le service public. Donc, c'est contre ces politiques budgétaires qui, quand même, s'étalent dans l'enseignement supérieur depuis de longue date qu'on se mobilise dans les moments qui viennent aussi pour rappeler que ça a été dit que la précarité, elle ne s'est pas arrêtée avec le Covid et qu'il y a toujours 91% des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc, ces coupes budgétaires contre l'enseignement supérieur, contre l'université publique, elles viennent attaquer directement, nos conditions d'études et elles viennent menacer l'augmentation des frais d'inscription, la fermeture de nombre de centres délocalisés qui sont les universités de proximité qui permettent à tout le monde d'accéder à l'enseignement supérieur. Et aussi, elles viennent renforcer la sélection, le tri social de l'université qui va à l'encontre le projet qu'on peut porter en tant que syndicat étudiant, d'avoir une université qui permet de réduire les inégalités et qui ne vient pas les renforcer, de s'opposer à cette université que Macron, ses gouvernements successifs souhaitent nous imposer, d'université qui trie, qui sélectionne, qui discrimine, notamment avec les attaques qui viennent et qu'on peut anticiper, comme ça a été le cas en janvier dernier, contre les étudiants étrangers, ou avec le plan Bienvenue en France, qui a commencé à être appliqué en 2017, les étudiants étrangers ont subi une augmentation ont multiplié par 16 leurs frais d'inscription, ce qui vient, et que le bilan de tout ça est clair, c'est 40% des étudiants étrangers qui sont en grande difficulté financière. Donc bref, face à tout ça, vous l'avez compris, il y a une grande répression qui s'abat contre les étudiants et c'est important aussi de réussir à se mobiliser contre ça et à trouver des pans de solidarité de manière unitaire entre les différentes organisations pour faire en sorte d'aller à l'encontre de ce gouvernement qui ne veut pas, comme ça a déjà été dit aussi, d'une jeunesse qui relève la tête, ils préfèrent, à l'instar du SNU, une jeunesse qui se tient sage, qui marche pas et qui baisse la tête. Et donc c'est contre ça qu'en tant que syndicat étudiant, c'est important aussi de rappeler, comme je l'ai dit, que je pense que la jeunesse, elle n'est pas déconnectée du politique, elle s'auto-organise et même si elle ne croit plus forcément dans les outils traditionnels, dans les institutions, c'est bien ça qu'on fait quand on est sur les facs. On se réunit entre étudiants, on partage des mêmes conditions et on s'organise pour refuser le monde qu'on nous promet, qui est un monde de galère, de précarité, etc. Voilà.